Aujourd'hui, on part en voyage sur une île tropicale très prisée des digital nomades, Bali. Entre rêve et réalité, les documentaires se démultiplient, montrant l'envers du décor de carte postale, car la destination souffre de son succès. Et pourtant, si malgré tout, nos rêves et nos espoirs nous attirent là-bas, que faire? Tenter l'aventure? C'est dans ce cadre que je suis partie à la rencontre de Ambre, web entrepreneur dans le digital marketing et installée à Bali depuis 1 an et demi. Elle revient avec nous sans filtre sur son parcours, le coût de la vie sur place et sur le saut dans le vide qu'elle a décidé de faire quand elle a quitté son job de rêve au Canada pour venir s'installer sur ce bout de terre situé dans l'archipel des îles de la Sonde. Bonne écoute! Bienvenue sur EcoExpat. Ici, je vous parle sans filtre des hauts et des bas de la vie à l'étranger en partant à la rencontre de Français qui ont décidé de sauter le pas. Ce podcast est votre coin pour découvrir des conseils, des échanges et pour mieux préparer votre départ. Allez, c'est parti! Bonjour Ambre, bienvenue sur EcoExpat. Salut Sarah, merci beaucoup à toi de m'accueillir. Alors Ambre, tu vis sur Bali depuis 1 an et demi. Est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous sur ton parcours? Quelle étude tu as fait? Qu'est-ce qui t'a amené à Bali, etc. Oui, carrément. Écoute, moi je suis née en France, donc à Aix-en-Provence, et j'ai tout de suite en fait beaucoup voyagé parce que mes parents étaient expatriés dans le domaine de la pub. Et en fait, dès mes 2 ans, on est parti vivre en Afrique. Donc j'ai fait tout vraiment mes premiers pas là-bas. J'ai commencé la maternelle là-bas et tout. Enfin, c'était des souvenirs incroyables. Ensuite, on a switché en Guadeloupe, donc dans les Caraïbes, où j'ai passé du coup toute mon enfance pratiquement là-bas. J'ai fait mon collège, j'ai fait la moitié de mon lycée. Et ensuite, on a encore bougé sur la petite île en face, juste à côté, qui s'appelle Saint-Martin, toujours dans les Caraïbes, où là, en fait, j'ai terminé mon lycée et j'ai passé mon bac et j'ai décidé d'aller faire mes études au Canada, à Montréal plus précisément, parce que j'ai une attache particulière avec Montréal. Je me suis toujours sentie super à l'aise. Les gens sont très ouverts. Il y a un état d'esprit qui est complètement différent comparé à la France. Et en plus, c'était, je veux dire, la bonne occasion pour moi parce que mes parents habitaient encore à Saint-Martin, donc il n'y avait pas de décalage horaire et c'était pas loin en avion. Donc c'était un bon compromis. J'ai fait mes études du coup à l'université de Montréal dans le domaine du marketing, spécialisée en marketing digital. Donc j'ai obtenu une licence là-bas pendant 3 ans et j'ai eu mes premières expériences pro dans une agence de marketing où ça se passait super bien. Vraiment, avec mon chéri, on était trop heureux d'être là. On a pu voyager tout autour du Canada. C'était très sympa. Mais après 7 ans, on s'est dit qu'on avait quand même fait pas mal le tour. Et en fait, on a décidé de bouger, de tout quitter du jour au lendemain, alors qu'on avait une situation financière qui était très bien. Enfin, je veux dire, on n'était pas malheureux, mais on n'était plus forcément heureux dans notre vie au quotidien. Voilà, métro, boulot, dodo, ça nous excitait plus beaucoup. Et en fait, on était allé à Bali en vacances avant le Covid, pendant 3 semaines, et on a eu un coup de cœur, mais monumental. Enfin, moi, j'en ai pleuré en partant de Bali. Enfin, c'était incroyable. Et on s'est dit, pourquoi pas y retourner, mais cette fois-ci pour y vivre. Donc, on a annoncé tout ça à nos proches et tout. Ils nous ont pris pour des fous. Mais on s'est dit, bon, allez, One Life, on lâche tout, on y va. Et on regrette vraiment pas. Là, ça fait 1 an et demi que du coup, on est sur Bali. Et pour rien au monde, on retournerait à Montréal ou même en France. Voilà, on a vraiment la chaleur, le soleil, la mer toute l'année. Donc voilà mon parcours, plus ou moins. Voilà ma nouvelle vie. Excellent, excellent. Bah, écoute, c'est très intéressant. Et justement, quand tu as décidé de quitter ton salariat au Canada, comment tes parents ont réagi? Alors, ils n'étaient pas du tout pour, parce que Ok, ok. pour eux, ils comprenaient vraiment pas pourquoi on prenait cette décision. Parce que voilà, comme je te disais juste avant, on avait une très bonne situation financière, on était heureux, on avait un taf qui quand même qui nous comblait au quotidien.
Non, c'était super. En plus, on avait beaucoup d'amis sur place, donc on s'ennuyait pas. Mais ça nous plaisait juste plus, en fait. Et on s'est dit, bah, on va pas rester pour rester juste parce que bah tout se passe bien, alors qu'on n'est plus vraiment heureux au fond de nous. Mais en fait, après mes parents, avec le temps, ils ont compris parce que ça leur a fait peur. En plus, on partait quand même à l'autre bout du monde. Euh, à savoir en plus que mes parents ont été expatriés aussi, donc ils ont compris avec le temps. Mais au début, ça a été très très compliqué. On s'est pas parlé pendant un petit moment, mais Ok, ok. mais ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Ils ont vu qu'on avait fait les choses bien, que voilà, que c'était un choix qui était quand même, je veux dire, on n'a pas pris la décision du jour au lendemain. C'était quand même une décision qui était, voilà, tout était organisé. Voilà, moi avec mon chéri, je veux dire, on fait toujours les choses bien, quoi. On va pas partir comme ça du jour au lendemain avec la valise sous le bras et puis on verra sur place. Donc, euh, donc voilà. Et au final, bah, ils nous ont dit qu'on avait carrément eu raison de partir. Mais Et oui. que voilà, Mm. si on était heureux maintenant, c'était le principal. Et voilà. Et puis mes amis aussi, au début, ils comprenaient pas du tout. Mais maintenant, quand ils voient mes stories tous les jours à Bali, ils sont un peu jaloux. Et il y en a quelques-uns qui sont venus nous voir en vacances. Mais voilà, un choix qui a été très compliqué au début, mais qui au final maintenant, on regrette vraiment absolument pas. Et oui, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, quand tu décris ton enfance, on se dit que du coup, tu as été habitué à sortir de ta zone de confort petite. Parce que mine de rien, quand on est enfant ado et qu'on change voilà, de pays au bout de quelques années pour suivre ses parents, c'est vrai que d'un côté, c'est extraordinaire, mais d'un autre côté, on quitte ses amis et voilà, quand on est enfant, ça peut être aussi déstabilisant. Mais comment tu décris ton expérience? On voit que ça a été une réelle sortie de confort, le fait que tu décides de tout plaquer pour aller vivre à Bali, même si je comprends bien que c'était bien préparé avec ton chéri et que même tes parents ont été surpris de ça et tu vois comme quoi c'est extraordinaire parce qu'on est tous différents et que même si on se dit en tant que parents, ben, on habitue nos enfants à bouger, le fait que notre fille puisse finalement décider de s'expatrier comme ça dans un autre pays et de peut-être quitter un bon job, bah en tant que parents aussi, ça nous renvoie à nos propres choix. Et je pense aussi que on a envie de protéger notre enfant, on a envie de protéger les gens qu'on aime, mais on n'a pas envie de les voir se planter tout simplement, même si ça fait partie aussi du risque, tu vois, quand on décide de sortir de sa zone de confort. Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. En plus, je veux dire, c'est grâce à eux, tu vois, que j'ai cette envie aussi toujours de nouveautés, de découvrir de nouvelles choses, etc. Et c'est vrai que c'était un choix c'était un peu qui tout double, hein, parce que ça aurait pu aussi ne pas fonctionner. On aurait pu ne pas aimer la vie sur place. Je veux dire, même au niveau de nos tafs, ça aurait pu ne pas fonctionner. Et en fait, bah, je veux dire, on n'a qu'une vie et il faut arrêter de rester dans sa zone de confort. Et si on le veut, honnêtement, on peut. Tout est possible. Et en plus de ça, moi, j'étais bon. Après, je sais pas si je l'aurais fait toute seule, tu vois, par exemple. Mais le Mhm, fait mhm. d'être accompagnée, surtout avec une personne avec qui je suis depuis des années, donc j'ai confiance en cette personne-là et je sais que ça allait fonctionner. Mais tu vois, en étant toute seule, ça, je suis pas certaine que je l'aurais fait. Ok, ok. Bah écoute, ça nous met face à nous-mêmes aussi le fait comme ça de partir et de sortir un peu des sentiers battus. Alors justement, par rapport à Bali, comment vous avez préparé votre arrivée? Est-ce que vous aviez choisi votre logement à l'avance, le quartier où vous alliez habiter? Comment ça s'est passé un petit peu l'arrivée sur place? Alors, bah, on connaissait plus ou moins Bali, sauf que bon, on était Mhm, arrivé quand même avant le Covid, donc entre-temps, il y a eu énormément de changements en termes de logement. Il y a eu mhm, beaucoup de construction, donc beaucoup plus de choix. Les prix aussi n'étaient pas les mêmes, ça avait beaucoup augmenté. mhm, Donc en mhm, fait, on s'était dit bon, on va prendre ce qu'ils appellent ici une guest house. Donc en fait, c'est des mhm, logements que tu partages avec plein de personnes. Enfin, tu as ta propre chambre, mais tu partages la piscine et la cuisine. Et en fait, mhm, on s'est dit ça serait peut-être bien dans un premier temps de se retrouver dans une guest house pour bah, déjà connaître de nouvelles personnes, euh, voir aussi si on est à l'aise, si on aime ça, si on s'y sent bien. Et après, on verra au fur et à mesure quel quartier nous plaît le plus, etc. Et au fil du temps, un mois après, on s'est dit d'accord, bon, on va rester sur Canggu. Donc, Canggu, c'est vraiment, je dirais, la capitale vraiment
il y a que des expatriés. Donc beaucoup de Français, mais aussi beaucoup d'anglophones. Donc il y a vraiment tous les pays du monde qui viennent s'installer ici. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bon, je pense que c'est là que ça se passe. On s'y sent bien. Il y a aussi énormément d'infrastructures, des cafés qui sont mis en place pour pouvoir travailler en ligne et tout. Donc trop sympa. Ça peut nous permettre aussi de connaître des gens, encore mieux. Et en fait, au bout de quelques mois, on a rencontré, justement, c'est trop drôle, mais on a rencontré deux personnes qui venaient du Canada et qui, eux, Ah, ouais, énorme. ils se sont installés à Bali depuis 2 ans. Et ils nous ont dit, bah écoutez, si ça vous intéresse, nous, on a une villa et on recherche justement quelqu'un pour louer la chambre. Et on s'est dit, bah, let's go. Let's go. Ok, ces personnes-là, on ne les connaît pas, mais il y a vraiment une affinité qui s'est créée. En plus, ils viennent du Canada. Nous, on y a passé 7 ans. Enfin, il y avait plein de petits signaux. Et on s'est dit, on y va, let's go. Et si ça se passe pas bien, eh ben, on partira. Mais si on n'essaye pas, on verra pas. On verra pas, on pourra pas savoir si on le regrette ou pas. Et au final, bah là, ça fait des mois et des mois qu'on vit ensemble, ça se passe super bien. Et grâce à eux, on a rencontré aussi plein d'autres personnes en termes même d'amis et puis même au niveau professionnel. Donc voilà. Nous voilà à Canggu depuis 1 an et demi. Donc des rencontres qui se sont faites un petit peu voilà sur le hasard et qui ont fait que vous vous êtes bien installés. Et justement, quand tu parlais au niveau professionnel, parce que c'est souvent ça aussi qui peut pêcher quand des gens veulent s'expatrier ou même arrivent en pensant qu'ils vont trouver du travail sur place, comment ça s'est passé pour toi? Alors déjà, il faut savoir que à Bali, quand tu es expatrié, tu n'as pas le droit de travailler sur le territoire de Bali. La raison, en fait, c'est tout simplement que les locaux ne veulent pas qu'on prenne leur place, ce que je peux comprendre totalement, parce qu'en fait, c'est déjà très compliqué au quotidien pour eux. Il faut savoir que le salaire moyen est de 200 euros. Et donc, en fait, moi, je pensais pouvoir travailler sur place. Je travaillais dans une agence de marketing, etc., parce que c'est dans le domaine dans lequel j'ai fait mes études, mais en fait, pas du tout. Donc, j'ai dû lancer ma propre entreprise et me lancer du coup en tant qu'auto-entrepreneur et trouver des clients en ligne. Donc, c'est vrai que moi, je l'avais jamais fait ça auparavant parce que j'ai toujours bossé dans des boîtes. Donc, bah voilà, se mettre en avant, se vendre tes services. Euh, les premiers mois, ça a été très compliqué pour moi parce que bah tu remets tout en doute. Tu te dis est-ce que j'ai fait le bon choix? Euh, Financièrement, tu dis bah oui, j'ai de l'argent de côté, mais ça part quand même très 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 vite. Euh, donc, c'est vrai que c'est très challengeant. Mais ça permet aussi de booster, je dirais, ta confiance en soi, parce que bah tu dois te mettre en avant. Voilà, tu dois dire bah voilà, moi c'est ça que je vends, voici mes tarifs, voici mes services. Donc tu dois vraiment te vendre. Et du coup, ça a été très challengeant pour moi. Et, euh, et au final, je m'en suis bien sortie. Voilà, au bout de quelques mois, j'ai trouvé une mission et j'ai même eu la chance de trouver en fait un Français qui a ouvert une boîte sur Bali. Et donc du coup, au début, bah, je bossais avec lui et c'était physique, donc c'était pas qu'en ligne. Donc ça m'a permis aussi de le voir, de se faire des petits débriefs de temps en temps. Et ensuite, après, je bosse vraiment 100% en ligne. Et mes clients sont principalement que des agences en France. D'accord, ben, génial, franchement génial. Et le fait que tu vives à Bali pour les agences françaises, ça pose pas de problème du coup de voilà tout faire à distance? Non, bah, bien au contraire, c'est vrai que depuis l'après-Covid, je dirais, le point positif, c'est que ça s'est énormément développé. Et en fait, toutes les entreprises cherchent pratiquement des profils comme nous. Après, à nous de gérer nos horaires, à nous il faut tout de même rester sérieux parce qu'il y en a beaucoup qui vivent à Bali et qui disent oh bah c'est ok, on va travailler en ligne, etc. Mais Mhm, il faut quand même rester dans cette bulle où se dire bon, même si je peux je peux aller à la plage, aller voir le sunset, non, il faut que je travaille, il faut que je reste mhm, focus. Donc il faut s'adapter aussi au fuseau horaire. Donc mhm, moi, ça m'arrive vraiment beaucoup de travailler de nuit, justement avec mhm, le décalage horaire en France. mhm, Mais je mhm. veux dire, après, si c'est pour avoir cette vie que j'ai en ce moment, on peut le faire sans problème, Et est-ce qu'aujourd'hui Bali souffre un peu de sa notoriété? à 100%. Franchement, je vais être transparente avec toi.
carrément. Déjà, nous, on a vu la différence quand on était venu en vacances et maintenant on y vit. Et en fait, il y a un tourisme de masse qui est, mais c'est insensé. C'est-à-dire que oui, c'est comme tu disais, c'est très instagrammable. Donc en fait, tous les lieux sacrés qui sont magnifiques, et malheureusement, avec le tourisme de masse, c'est une catastrophe. Euh, Parce qu'il y a du monde tout le temps, partout. En plus, je dis pas que c'est que les touristes, hein. Il y a aussi des locaux, mais il y a énormément du coup de pollution. Donc, en fait, là, ils sont justement en train de mettre une taxe en place pour les touristes, pour en fait limiter le tourisme de masse, limiter un peu la pollution, parce que ça prend mais une place folle. Et même en termes de logement, maintenant, pour se loger à Bali, c'est quasi le même prix que pour se loger en France. Ouais, Ah ouais, ouais, ok. ça prend vraiment une envergure. Enfin, c'est donc du coup, quand nous on est arrivé à Bali pour y habiter, on s'est dit ah waouh, oui, carrément, c'est ici qu'on veut être. Mais on a quand même eu un choc par rapport, voilà, au tourisme de masse. Quand tu y habites, c'est fou. Et au quotidien, c'est lourd. C'est lourd. Et c'est vrai que oui, il y a des très beaux endroits, des très beaux paysages à Bali à découvrir. Mais malheureusement, il y a énormément de pollution. Je veux dire, les gens sur les réseaux, ils ne le montrent pas, mais quand tu te baignes, il y a du plastique partout autour de toi. Euh, c'est dégueulasse, honnêtement. Des fois, j'ai honte. Des fois, j'ai honte. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, j'espère qu'ils vont prendre vraiment les choses en main et que ça va s'arranger parce que c'est une si belle île, c'est un si bel endroit, mais qui sont en train de détériorer, quoi. C'est clair que d'accord, donc c'est pas juste Non, des non, rumeurs et c'est vraiment c'est vrai que c'est très dommage. Ouais. carrément. Est-ce que les autres îles en Indonésie, tu sais si c'est comme ça aussi et est-ce que du coup éventuellement vous pensez peut-être à déménager? Alors, c'est sûr que les autres îles sont quand même moins touchées parce que Bali, c'est vraiment le cœur, c'est là où tout le monde va. Et en fait, justement, les touristes, ils prennent pas le temps de visiter les autres îles à côté. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 14 000 îles à Ok. visiter. Donc, en fait, les gens, ils cherchent pas à savoir et ils vont que à Bali. Mais les îles autour sont incroyables. Et justement, nous, quand on a besoin d'un petit break, on veut se faire un petit week-end prolongé en amoureux et tout, on va justement là-bas parce qu'il y a personne et il y a que des locaux. Et c'est là, en fait, que c'est le vrai Bali, en fait. Ça reste authentique. Les locaux sont incroyables, sont vraiment le cœur sur la main. Et il y a personne et il y a beaucoup moins de pollution. La mer, incroyable, turquoise, il y a rien qui traîne. Et donc du coup, c'est pour ça que nous, on aime bien un peu s'échapper par là-bas. Après, pour y vivre, Mhm. pour être honnête avec toi, non, parce que il y a vraiment rien, quoi. C'est sous-développé, alors que Mhm. c'est vrai qu'à Bali, il y a Mhm. tout en termes de business, en termes de restaurants, de boutiques, etc. C'est vraiment le cœur, quoi. Tu vois, c'est un peu voilà, c'est la capitale. Alors que les îles à côté, voilà, ça va être plus pour des vacances, mais pour y vivre, c'est compliqué. D'accord. Ok. Et justement, en parlant de prix qui ont explosé, est-ce que tu aurais une idée, alors je ne l'ai pas demandé avant, désolée, mais est-ce que tu aurais une idée du coup Voilà, si on a un couple qui a envie de partir vivre à Bali, c'est quoi le budget pour vivre à deux personnes à Bali? C'est sûr que c'est un peu compliqué de donner Une un montant fourchette? parce que Ouais. Ouais. ça dépend aussi de la vie que tu souhaites mener. Mhm. Alors c'est vrai que déjà au niveau du logement, quand tu es à deux, ça dépend si tu veux vivre dans une guest house, si tu veux Mhm. vivre dans une villa, Mhm. si tu veux vivre en coloc, si tu veux Mhm. vivre tout seul. Mhm. Euh, Moi, si tu veux, je peux parler en mon nom. Ok, ok, Moi, ça me dérange pas, je suis transparente ok. là-dessus. Nous, du coup, on a une villa donc avec une piscine. Il faut savoir qu'il y a aussi, ça se fait beaucoup dans tous les logements. On a une femme de ménage qui vient 3 fois par semaine, Mhm. jardinier, Mhm. tout est inclus, Mhm. électricité, eau. Mhm. Et du coup, on a une chambre avec grande terrasse, rooftop. Mhm. On paye 700 euros par mois. D'accord. Voilà. Après, en termes de logement, c'est ça. Après, il faut savoir que on mange tout le temps Mhm. à l'extérieur ici Mhm. parce que faire ses courses, ça coûte plus cher que de commander. Mhm. Mhm.
Donc après, en termes de budget, nourriture, etc., je sais pas, sur le mois, on peut tourner, ça dépend si tu vas plus au restaurant ou pas. Enfin, je sais pas, des fois, ça peut tourner, tu vois, entre, allez, 2000, 3000 euros, quoi. D'accord. Ok. Après, ça dépend vraiment de la D'où vie que tu tu souhaites sors, mener, tu ouais, vois. ouais, bien sûr. Ok, ok. Ah, voilà, Hmm. tu veux faire des activités et tout. Après, il y en a, ils arrivent très bien à vivre aussi avec juste 1000, 1200 € Hmm. par mois, hein. Hmm, 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 Mais hmm. c'est des gens qui vont être dans des guest house, qui vont manger tous les jours euh, chez les locaux. Donc Mhm. c'est sûr que, par exemple, tu vas payer ton plat de nouilles, Mhm. allez, 2 euros, Mhm. etc. Mais c'est vrai que tu vas pas manger tous les jours là-bas, tu Ouais, vois. c'est clair. Nous, moi, j'y vais, hein. J'y vais aller 2 fois par semaine parce que j'adore ça. Mhm. En plus, tu sais, le fait d'aider les locaux aussi, je trouve ça cool. Ouais, bien sûr. Mais malheureusement, maintenant, tous les restos et tous les cafés, bah, après, ça dépend où tu vas, tu vois. Mais des fois, le midi, bah, on peut manger pour deux, tu vois, aller pour 20 balles. Bon, c'est Ok. sûr que ça reste beaucoup moins cher comparé à la France. Mais Mais c'est quand même du high ticket pour Bali. carrément, Ok, carrément, Bali, c'est plus ce que c'était. d'accord. Mais voilà, ça dépend du budget de tout le monde. Mhm. Ça dépend de la vie que tu souhaites mener. Mhm. Mais voilà, Un voilà, peu. entre Ok. guillemets. Tu vois, je faisais juste un dernier point là-dessus. Je faisais une recherche, par exemple, parce qu'ils sont en train de maintenant de justement de construire euh, des gros buildings en fait, des appartements, tu vois, avec rooftop, salle de sport et tout. Et là, regardez, ils proposaient 3000 € par mois. Ah ouais, ok. Tu vois, Ouais, voilà, on en est à ce point-là. ok. Donc c'est quand même assez, enfin c'est fou de se dire que tu payes ce prix-là à Bali. Donc voilà. Ok, ok, ok. Ambre, tu m'as dit que tu travaillais dans le digital marketing, que tu avais des clients en France. Et aujourd'hui, voilà, je comprends bien que c'est un domaine qui se développe énormément parce que qu'on soit une grosse entreprise ou qu'on soit solopreneur, qu'on soit, je veux dire, à son propre compte, il faut avoir une stratégie sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de trucs défiler par rapport justement au marketing éthique, c'est-à-dire en fait, voilà une catégorie de marketing qui permet de vendre un peu sans vendre, pour permettre aussi de garder l'authenticité du message, aussi pour permettre d'être aligné avec la personne qui a son business et qui a pas envie en fait aussi de voilà, d'avoir un message qui lui correspond pas forcément. Et en fait, je te pose cette question, enfin, j'aimerais qu'on aborde le sujet parce que voilà, tu sais que EcoExpat, on s'adresse beaucoup aux femmes qui veulent entreprendre en ligne et qui vivent à l'étranger. Et quand elles décident justement de lancer un business en ligne, il y en a beaucoup qui peuvent être bloqués par rapport à bah, justement comment je vends, comment je peux me mettre en avant, sans être poussive, etc. Est-ce que du coup le marketing éthique justement ça te parle? Est-ce que tu l'utilises dans ton activité? Ben, pour être 100% honnête avec toi, je l'utilise pas tant que ça. Ok. Euh, Moi vraiment enfin, ma manière de vendre en fait c'est tout simplement bah, en fait rester vraiment moi-même. C'est-à-dire que je veux pas en faire trop. Mhm. C'est sûr que bah, t'as envie que ça fonctionne, t'as envie d'obtenir des contrats, Mhm. etc. Mhm. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de plateformes en ligne qui te permettent de te mettre en avant, Mhm. voilà, de mettre en avant tes expériences professionnelles. Tu peux mettre voilà des portfolios, tes CV, etc. Et notamment comme Malte, comme Upwork, Mhm. Network, enfin voilà, plein de plateformes. Et, euh, et en fait, moi, ce qui me dérangeait au début, c'était en fait de me vendre parce que j'estimais que j'étais pas. Oui, je suis une bonne dans mon domaine, je Mhm. sais ce que je fais, Mhm. je sais comment je veux le faire. Et c'est vrai que c'est un peu challengeant parce que tu te dis, mais enfin, je veux dire, comment cette personne, elle peut avoir confiance en moi parce Mhm. que bah, elle me connaît pas, elle sait, oui, j'ai de l'expérience, etc. Mais comment je peux m'y prendre? Et en fait, ce que je faisais aussi au début, c'est que je proposais mes services gratuitement. Mhm. Voilà, je me disais, bah, je peux te proposer, voilà, je sais pas, de gérer tes réseaux sociaux pendant une semaine. Tu vas voir si tu as des changements, voir si tu aimes la manière dont je travaille, etc. Et je demandais en fait un feedback sur la façon de comment je travaillais. Donc du coup, moi, ça m'aidait aussi à modifier la manière dont je travaillais. Mhm. Et eux, ça les aidait aussi. Donc c'était un peu gagnant-gagnant dans les deux sens. Et en fait, au fur et à mesure, après, bah, j'ai su prendre vachement confiance en moi par rapport à ça. Et j'ai su me vendre. En fait, je pense que à partir du moment où tu montres que tu es
que tu es sûr de toi et que tu sais que tu maîtrises ce que tu fais, bah ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Et aujourd'hui, les personnes qui te contactent, est-ce que c'est toi qui les as prospectées ou est-ce que justement on vient te voir parce qu'il y a un client qui a été content, du coup il t'a recommandé Alors ça dépend. Ça dépend. En fait, des fois ça peut arriver que justement avec le bouche à oreille, il y a un de mes clients avec qui j'ai terminé une mission qui a plus besoin, mais qui en fait qui parle de moi justement et qui dit bah ça s'est super bien passé. Si tu veux, regarde, je vous mets en contact et tout. Donc j'ai eu justement des missions grâce à ça. Mais la plupart du temps quand même, je vais vers les gens. Voilà, que ça soit vraiment sur toutes les plateformes, LinkedIn. Insta ou même Facebook. Et il y a énormément justement de demandes. Donc souvent, je vais vers les gens. Puis j'aime ça parce que je trouve que c'est challengeant aussi. Et quand tu dis, ah bah yes, j'ai réussi à avoir cette mission-là, je trouve que c'est, bah, t'as encore plus de fierté. Et puis bon, bah là, c'est bon, je me mets à 100% et puis let's go, quoi. C'est clair, c'est tu rentres un peu dans un cercle vertueux, quoi, où tu te dis, allez, c'est bon. Exactement. Comme tu disais au début, ça pouvait peut-être un petit peu dur parce que t'avais pas forcément, t'avais le background, t'avais les compétences, mais c'était la première fois que tu travaillais en ligne à 100% et que c'était ton entreprise. Mais une fois passé ça, le temps que tu fais, comment dire, le temps que tu fasses connaître tes services, etc., et que tu crées de la confiance avec tes clients, ben en fait, juste ça vient à toi aussi. Exactement. Est-ce que, avec le recul, tu peux identifier que tu as apporté cette aventure entrepreneuriale à l'étranger versus voilà, des difficultés devant lesquelles ça t'a mis? Je pense que ça m'a apporté, je dirais vraiment de la confiance en moi, parce que c'est vrai que euh, quand quand j'étais en fait au Canada, je travaillais, j'avais mon taf et tout, j'étais un peu dans ma bulle, et c'est vrai que je prenais un peu ça pour acquis parce que je me disais bah c'est bon, je gère, je sais ce qu'il faut faire, j'ai mes missions, voilà. Mais ce que ça m'a apporté vraiment quand je suis arrivée et que j'étais face à moi-même et que je devais me mettre en avant, je dirais vraiment de la confiance en moi, Mhm, de la fierté mhm, et puis aussi des connaissances supplémentaires parce qu'il y avait des choses que j'avais jamais faites, que j'ai dû apprendre, que j'ai dû un peu me reformer dessus. mhm, Donc j'irais vraiment, ouais, ces trois points-là. Et en termes de, après un point négatif, mhm, euh, je dirais, ouais, beaucoup de doutes, beaucoup mhm, de remises en question. mhm, Ouais, par rapport au choix que j'ai fait. Est-ce mhm, que c'était une bonne idée d'entreprendre? mhm. Parce que bah, tu trouves pas forcément de clients pendant quelques mois, donc tu te dis, bah voilà, le temps passe, je perds de l'argent, mais Mhm, j'en gagne pas forcément. mhm. Euh, Et justement, quand ces doutes viennent, qu'est-ce que tu te dis pour avancer, pour pas que ça paralyse? Bah, comme je disais tout à l'heure, heureusement, bah, j'étais pas toute seule, donc j'étais épaulée. Donc c'est vrai que je me suis dit, bah, j'arrête tout, je retourne à la case départ et et puis c'est fini quoi. Voilà, on aura essayé, mais en fait non, en fait c'est non, tu dois rester dans ton idée et tu te dis en fait tout est possible. Il faut pas que tu lâches. Mhm, Je veux dire, il y a mhm. tellement de nanas qui veulent changer de vie. Alors, je dis les nanas, mais s'il y a des hommes qui nous écoutent, vous êtes aussi les Ouais, bienvenus. aussi, c'est possible. Mais je veux dire, en fait, la vie, elle est trop courte. Et si tu as envie de changer, si t'es plus heureuse, il faut que tu sautes le pas et il faut que tu y ailles. Et puis, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis, mais au moins, tu auras essayé. Et même si c'est difficile, de Mhm. toute façon, la vie, elle est difficile, ça sera jamais parfait. Il faut que tu redoubles d'efforts et que t'ailles au front, quoi, et que tu te dises, écoute, j'ai pas fait tout ça pour rien. Je veux cette qualité de vie, je veux changer, donc c'est possible. Pourquoi les gens, ils y arrivent et pas moi? Pourquoi moi, j'y arriverai pas? Voilà. Et si ça peut être moins stressant au début, c'est de partir avec Mhm, déjà une mission en poche, avec un contrat. Comme ça, quand tu arrives mhm, sur place, en fait, bah déjà au niveau taf, tu t'es plus tranquille. Parce que sur place, c'est mhm, impossible de trouver, comme je te disais juste avant, mhm, tu n'as pas le droit de bosser sur place. Donc je te dirais vraiment voilà, mhm, de trouver quelque chose
déjà bien établi, que tu aies un contrat, que ça soit signé, et que quand tu arrives sur place, la seule chose que tu as à penser, voilà, c'est dans quel café je vais pouvoir me poser pour travailler en ligne et pour pouvoir voilà, passer une bonne journée, quoi. Donc vraiment au niveau taf, avoir quelque chose de concret, ouais, vraiment. Et puis aussi être prêt à être loin de sa famille, de ses proches, parce que c'est quelque Ouais, chose ouais. qui est dur. Après, moi, j'ai toujours voyagé. Voilà, je suis partie aussi. J'ai fait mes études et tout, donc j'ai quand même toujours eu, je dirais un peu cette habitude d'être loin de mes parents, de mes amis, etc. Donc pour des personnes qui sont très très proches de leur famille, voilà, de faire attention et d'être sûr, parce que quand tu arrives dans un endroit où tu connais personne, c'est très compliqué. Donc tu peux vite aussi te dire est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Donc voilà, je dirais vraiment être à l'aise avec le fait d'être loin de tout et de te recréer une nouvelle vie, quoi. Merci beaucoup Ambre. On va te suivre sur Instagram pour suivre les aventures à Bali. Et puis, eh ben, écoute, je te souhaite une très très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Sarah, de m'avoir invitée. Je trouve ça trop cool. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et ça me fera énormément plaisir de vous répondre. Et puis, pourquoi pas, on se revoit à Bali. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, nous suivre sur Instagram et pour aller plus loin, télécharger notre quiz pour savoir si vous êtes prêt à l'expatriation. À bientôt!